Merci de rester avec nous pour la seconde partie de notre forum consacré cette semaine à l'accord RPT-UFC, vieux de 7 ans maintenant. Notre invité, Elliot Ohin, il nous fait l'honneur de rester avec nous. Merci. Merci. Elliot Ohin, qui est ancien ministre des Affaires étrangères du Togo. Vous avez occupé donc, vous avez été chef de la diplomatie togolaise pendant au moins 3 ans. Actuel ministre auprès du Premier ministre. Vous êtes sur ce plateau en qualité de vice-président de l'Union des forces de changement. Et donc, c'est pour cette seconde partie, j'ai promis qu'on va avoir concrètement les retombées de l'accord que vous avez signé avec le Rassemblement du peuple togolais. Et la principale retombée, est-ce que ce n'est pas l'expérience que vous avez gagnée en étant dans l'équipe gouvernementale? Non. Non, je ne dirais pas que l'expérience en fait partie, peut-être. Mais la principale retombée pour notre pays, c'est l'apaisement du climat sociopolitique, qui est très important. Parce que pour nous, en tant que parti politique, ce qui est important pour nous, c'est le développement de notre pays. Et nous savions très bien, et je l'ai dit et répété à plusieurs reprises, aucun développement ne peut se faire sans la paix. Et cet accord a contribué beaucoup à l'apaisement du climat sociopolitique. Mais ce n'est pas seulement ça. Au point de vue politique, nous pouvons dire qu'un dialogue et une concertation s'est instauré entre le président de la République et le président national de l'IEC, M. Guy-Christ Olympio. Et se voit qui se régulièrement pour parler des questions d'intérêt national. Nous pouvons dire aussi que le 13 janvier n'existe plus. La seule et unique fête nationale du Togo, c'est le 27 avril. Les partis politiques. Sur recommandation de la Commission Vérité, Justice et Réconciliation, qui considérait cette fête comme une fête de division, ce que vous réclamez depuis des années. Ça a été fait. Donc il y a eu des efforts qui ont été faits de ce côté-là. Et nous pouvons dire aussi que ça permet justement à tous les partis politiques de faire des meetings sur toute l'étendue du territoire. Bon, il y a la liberté d'opinion instaurée. Ça, c'est du point de vue politique. Très résumé rapidement. Au point de vue économique, oui, il y a eu la reprise justement de la coopération avec les partenaires de développement et aussi justement les institutions de Bretton Woods. Le Togo a vu justement sa dette extérieure allégée de 82%. À l'issue de l'achèvement du point PPTE. Oui, tout ça, l'UFC a participé. Il y a en ce moment justement la reprise d'aide au développement de tous ces partenaires-là, ce qui fait que le Togo est en chantier en ce moment. Les routes, nouvel aéroport, 3e quai, etc. Sur le plan diplomatique, le Togo a été élu en tant que représentant non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Nous avons eu la reprise de la coopération avec l'Allemagne et d'autres pays d'ailleurs. Nous avons aussi la visite des éminentes personnalités, la visite de la secrétaire d'État des États-Unis. Hillary Clinton. À l'époque, vous étiez ministre des Affaires étrangères. J'étais ministre des Affaires étrangères. On lui dit que vous avez travaillé sur ce dossier. Nous avons eu d'autres personnalités qui sont arrivées, y compris le vice-président des Affaires étrangères de la République fédérale d'Allemagne, et ainsi de suite. Et sur le plan administratif, ce que vous disiez tout à l'heure, l'UFC a son œil maintenant dans le gouvernement. Nous avons des ministres de l'UFC dans le gouvernement. Nous avons nos cadres qui travaillent dans l'administration, ce qui augure d'une alternance pacifique pour laquelle nous nous battons. Donc, on ne peut pas dire que cet accord, en gros, a été négatif. Cet accord a apporté beaucoup. Mais nous ne disons pas pour autant que ça suffit.
Il y a beaucoup de choses à faire. Alors, revenons sur les choses une à une. Vous aviez d'abord parlé de l'apaisement politique. Quels sont selon vous les indicateurs de cet apaisement politique? Je pose la question parce que selon les autres, les choses ne sont calmes qu'en apparence. Mais évidemment, entre l'apparence et la réalité, si vous choisissez l'apparence, vous êtes libre. Mais nous vivons la réalité. Au Togo, en ce moment, le calme est là. Le pays fonctionne. Les salaires sont payés. Évidemment, on ne peut pas satisfaire tout le monde. C'est normal qu'il y ait des petites grèves par-ci par-là. Mais dans l'ensemble, tout marche. Tout n'est pas parfait. Mais le calme est là. C'est le plus important. Le calme est là alors que certains partis d'opposition font des manifestations toutes les semaines à la plage et ailleurs. Ils sont dans les rues. C'est ça la démocratie. Laissons-les user leurs semelles. Nous discutons, nous parlons, nous négocions, sans tapage. Je vous disais tout à l'heure que l'arbre qui tombe fait plus de bruit que la forêt qui pousse. Laissons ceux qui pensent qu'ils peuvent obtenir quelque chose par la rue, ben, écoutez, ils sont libres. C'est ça la démocratie. Peut-être qu'ils font du sport, ils ont besoin peut-être de faire du sport. Tant mieux pour eux. Mais quelque part, est-ce que leurs actions ne constituent pas des ferments pour vous, des catalyseurs pour obtenir par la négociation les avancées politiques? Nous continuons à négocier, nous continuons à discuter. Je viens de vous dire que la démocratie est un perpétuel marchandage. Oui, mais pendant qu'ils sont dans la rue, ils peuvent être vos alliés inconscients. Mais nous leur tendons la main chaque jour. Il y a des gens qui veulent nous rejoindre. Peut-être que certains commencent à reprendre à notre étendue. Nous disons que merci. Et c'est ensemble que nous construisons ce pays. Nous avons besoin de tout le monde. Donc, pour conclure sur l'apaisement au cœur du gouvernement, vous qui êtes donc au cœur du gouvernement, vous pouvez nous assurer que cet apaisement, ce climat d'apaisement n'est pas apparent? Ah oui, le climat d'apaisement est total. Au gouvernement, dans le gouvernement, il n'y a aucun problème. Nous avons des conseils de ministres qui se passent normalement. Tous les ministres ont droit à la parole. Ils apportent leur contribution pour le bien de ce pays. Tout se passe normalement. Il n'y a aucun problème de ce côté-là. Je peux vous rassurer. Vous avez parlé également du retour du Togo sur la scène internationale avec la coopération bilatérale et multilatérale avec pratiquement tous les pays qui ont été renoués. Et en quoi cet accord a contribué donc à ce retour du Togo sur la scène internationale? Mais pensez-vous que les gens viendront mettre l'argent dans un pays où on tire dans tous les coins de rue? Même pour vous aider? Non, ils ne vont pas cracher dans le bassinet. Ils mettront l'argent quelque part où il y a le calme. C'est cet accord qui a permis justement d'instaurer cet apaisement de ce climat politique qui rassure nos partenaires et qui savent qu'en mettant leur argent dans le pays, ça sera utilisé à bon escient. C'est très important. C'est primordial. Un des symboles forts de cet apaisement, ce sont les images qu'on voit régulièrement, l'actuel chef de l'État côte à côte avec le président national de l'UFC, Gilchrist Olympio, et lors des grands événements, on lui fait appel, et les deux sont ensemble pour représenter le Togo. C'est un symbole fort de cet apaisement dont vous parlez. Ah, qui aurait pu penser que ça aurait pu se passer au Togo? Vous-même, vous venez de le dire. Tous les enfants de ce pays doivent se mettre ensemble pour construire ce pays. Malgré les erreurs du passé, nous devons dépasser tout cela. Et c'est cela, M. Olympio l'a bien compris. Et peut-être qu'il a eu raison trop tôt. Ou trop tard. Ça dépend de là où vous placez. Moi, je dirais plutôt plus tôt, trop tôt. Mais nous sommes persuadés. Et d'ailleurs, vous venez de m'apporter une nouvelle. Les gens commencent à comprendre que cet acte qu'il a posé, acte héroïque, acte qui lui a permis qui l'a poussé à transcender beaucoup de choses. J'étais à la première loge, je sais de quoi je parle. Ce monsieur a dû dépasser beaucoup de choses pour en arriver à cet accord-là.
il y a son pays et sa famille. C'est un choix cornélien qu'il a dû faire. Alors qu'on ne me dit pas que ce monsieur n'aime pas son pays. Et il le prouve tous les jours. Alors c'est pour ça que nous faisons appel aux autres de nous rejoindre pour arriver justement à notre finalité. Oui, un des symboles, une des images fortes de ce climat d'apaisement dont vous parlez, c'est peut-être la visite il y a un mois du président, du chef de l'État togolais, Faure Gnassingbé, au domicile de Gilchrist Olympio, accompagné de Nana Akufo-Addo, l'actuel président du Ghana. C'est un peu le couronnement de ce climat d'apaisement. Bon, disons pas, c'est pas un couronnement. Bon, mais c'est quand même une image très forte. Si ces genres d'images, chez Gilchrist Olympio, si ces genres d'images peut apaiser encore plus le climat sociopolitique du pays, ce n'est que ça que M. Olympio demande. Et si deux chefs d'État se rendent au domicile du président Gilchrist Olympio, ça démontre quelque part que ce monsieur a un rôle très important à jouer dans ce pays. Et joue un rôle très important. Un chef d'État qui a ses heures, ses minutes comptées, ne perdra pas son temps à aller rendre visite à un cuidant quelconque, s'il ne trouve pas du répondant. Et deux chefs d'État à la fois, c'est important. Ça prouve quelque part la valeur de ce monsieur, qui malheureusement n'est peut-être pas très apprécié encore au Togo. Mais nous sommes très optimistes. Beaucoup de gens commencent à se rendre compte du rôle que ce monsieur peut jouer. Vous avez évoqué également, en dehors donc, de l'apaisement et du retour du Togo sur la scène internationale, le climat économique qui, selon vous, s'est amélioré, alors que beaucoup de Togolais ne le sentent pas dans le panier de la ménagère. Quand ils déjeunent, quand ils dînent tous les jours, ne sentent pas cette amélioration sur le plan économique. Mais c'est vous qui le dites. D'autres personnes vous diront le contraire. Mais bon, je pense que, comme je vous le dis tout à l'heure, tout ne peut pas être parfait. C'est vrai que le plus important, c'est que les gens arrivent à manger à leur faim. Au Togo, quand même, je pense qu'un effort a été fait dans le domaine agricole, par exemple. La suffisance alimentaire existe au Togo. Mais ce n'est pas encore parfait. Nous allons l'améliorer et c'est pour ça que nous continuons à marchander, qui est le sens même de la démocratie. Avec le parti au pouvoir, mais monsieur, on arrive à monsieur Ouine, est-ce qu'il n'y a pas un effort justement plus accru à faire dans le domaine de la redistribution des richesses nationales? Parce que c'est le chef de l'État qui l'a dit lui-même, il y a quelques années déjà, les richesses semblent être accaparées par une minorité. Mais, monsieur le journaliste, monsieur Boko, vous vous êtes rendu compte quand même que au courant de cette année et de l'année dernière, il y a eu pas mal d'augmentation des salaires, qui est peut-être due aussi aux manifestations des syndicalistes. Mais le gouvernement a fait beaucoup d'efforts de ce côté-là. Oui, vous parlez des salariés. Combien représentent-ils? Les salariés togolais, c'est 50 000. Ça ne représente pas 10% de la population du Togo. Et les autres? Ces salariés mieux payés vont faire des achats qui vont permettre aux commerçants de vivre aussi. S'ils n'ont pas de pouvoir d'achat, ils ne peuvent pas aller faire voir les petits commerçants du quartier pour acheter. Donc, ça se répercute sur l'ensemble. C'est comme ça que ça fonctionne en État. Ce n'est pas uniquement l'augmentation des salaires des fonctionnaires qui permet au pays de... Non, parce qu'il y a une répercussion qui se fait, une redistribution qui se fait à partir de ces augmentations-là sur d'autres couches socio-professionnelles. C'est comme ça que ça fonctionne. Et puis votre présence au gouvernement, en principe, doit contribuer à asseoir une meilleure gestion des ressources de l'État, limiter la corruption. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Je vous dis que nous sommes là pour apporter notre contribution. Le chef d'État lui-même a fait de la corruption son cheval de bataille.
La lutte contre la corruption. La lutte contre la corruption. Et nous continuons, le chef de l'État continue, il revient souvent là-dessus, il donne des directives au ministre, assure. Et beaucoup de choses évoluent dans ce pays. Les gens ne s'en rendent pas compte, parce qu'ils ne tiennent pas compte de ce qui se passait avant. On veut avoir tout en même temps. Ce n'est pas possible. Beaucoup de choses se font. Nous devons aller pas à pas. La lutte contre la corruption est vraiment le cheval de bataille du chef de l'État. Et il le répète, il donne des consignes au ministre de sévir. Chaque fois, il y a des problèmes de corruption. Abondamment dans la presse, il est fait cas de malversation sans que la justice soit saisie ou que des sanctions ne soient décrétées au vu au su de tout le monde. Je ne vais pas critiquer la presse. Mais ce n'est pas sur des supputations, des suppositions qu'on écrit des articles. Je peux vous dire moi, mais je peux vous citer un cas. J'étais absent du pays, je rentre, je vois mes photos, la première page, pratiquement de tous les journaux. Qu'est-ce qui se passe? Il semblerait que, en tant que ministre des Affaires étrangères, j'aurais refusé de donner un passeport diplomatique à un député qui serait membre de l'ANC. Un député que je n'ai jamais vu. Qui est né de la scission de l'UFC. Un député que je n'ai jamais vu, que je n'ai jamais rencontré. Et on met ça à la une de tous les journaux. Vous voyez déjà comment l'information est traitée au Togo? D'où il a eu l'information? J'ai essayé de en savoir plus. Ce député, je l'ai fait venir. Je vous le dis sans être en portant les gants. Il a quitté mes bureaux, la queue entre les jambes. C'est vrai que tout n'est pas parfait. Mais nous devons tenir compte de là où nous venions pour voir l'évolution qui se fait. C'est vrai, tout le monde a envie que les choses changent rapidement. Nous aussi, nous voulons. Mais la réalité est là. Tout ne peut pas se faire d'un seul coup. Si le Togo ou le chef d'État avait une baguette magique, je pense qu'il l'aurait utilisée. Malheureusement, ça n'existe pas. On fait avec ce qu'on a et on le fait étape par étape. C'est ce qui se passe en ce moment. Un autre acquis de cet accord, vous l'avez effleuré, donc que maintenant vous avez de l'expérience. C'est la réalité. Je pense que quand on est à l'extérieur du système du gouvernement, on a une vision des choses qui est des fois erronée. Surtout quand on ne fait pas l'effort de s'approcher pour savoir la réalité. Parce que la vision qu'on a va dans le bon sens de ce qu'on veut défendre. Parce que nous sommes dans l'opposition, parce que justement on veut critiquer, on se contente d'une vision sans vouloir savoir la réalité. Et je vous disais tout à l'heure que le plus que j'ai eu en étant maintenant membre du gouvernement, c'est de me rendre compte que entre l'illusion et la réalité, entre l'idée qu'on se fait et la réalité, il y a un écart. Parce que j'ai cette donnée que je n'avais pas avant, que je n'ai pas cherché à avoir peut-être. Donc ce n'est pas du tout, ces données ne sont pas seulement réservées à moi en tant que membre du gouvernement, mais j'ai beaucoup plus d'accès à certaines choses que les autres n'ont pas. Et ça, c'est un plus pour demain, pour mon parti. Parce que nous luttons pour une alternance dans ce pays. Et nous voulons nous préparer pour cette alternance. Ça aussi, c'est une préparation en quelque sorte pour les cadres de ce parti, pour assumer l'alternance et l'assumer d'une façon royale pour atteindre l'objectif. Donc, c'est un plus que nous avons par rapport aux autres. Plus en savoir-faire, mais dans la connaissance des autres aussi, des Togolais et du pays. Cette participation au gouvernement vous a permis de connaître beaucoup plus les cadres de ce pays. Bien sûr. En commençant par peut-être le chef de l'État, est-ce que vous le connaissiez avant d'entrer au gouvernement, Florian Singbe? Je ne l'ai jamais rencontré avant. Je ne le connaissais pas du tout. On ne s'est jamais rencontré. J'ai eu à rencontrer le président de la République la première fois quand j'étais nommé ministre des Affaires étrangères. Et je l'ai rencontré de visu
en dehors du Togo d'ailleurs, puisque j'étais nommé, et 2 jours après, ou le lendemain pratiquement, nous sommes partis pour un sommet à Nice. Nous sommes arrivés, soir à Nice, et le lendemain matin, avant qu'on ne parte pour le sommet... Il vous a tout de suite fait confiance. Hein? La confiance s'est rétablie rapidement. Et pour s'arrêter un moment sur cet exemple, est-ce que vos impressions sur cet homme d'État ont changé? Est-ce que votre perception sur lui a été la réalité que vous avez découverte? C'est vrai, on entend beaucoup de choses, comme vous autres, quand on est à l'extérieur, quand on n'est pas dedans, quand on n'est pas en plein dans l'action, quand on n'est pas dans le gouvernement. On se fait des idées de la personne. Mais c'est vrai que la rencontre, puisque j'ai eu à fréquenter le président de la République plusieurs fois, j'ai eu à le rencontrer plusieurs fois, en tant que ministre des Affaires étrangères, j'ai dépendé directement de lui. Nous avons eu à aller à certaines réunions où j'étais le précurseur et puis je devais le rendre compte. Ça m'a permis d'apprécier la personne. Je peux vous dire que c'est un chef d'État qui tient beaucoup à son pays. Je le dis, pas parce que je suis membre du gouvernement, et qui veut que ce pays réussisse. Peut-être que nous n'avons pas la même méthode, parce que nous avons une vision de notre pays. Il a une vision, mais le résultat, c'est le même. Il faut que ce pays avance. Et il se bat pour ça. J'ai vu, à m'en rendre compte, à plusieurs reprises, dans certaines négociations, où je l'ai assisté, où j'étais là, dans le chef de l'État. Ce qui importait pour lui, c'est que le Togo doit avancer. Ce qu'il doit faire pour faire avancer son pays. Ça, je l'ai vraiment vu. Parce que de l'extérieur, on entendait, quand on n'était pas dans le gouvernement, on apprend beaucoup de choses. Mais la réalité est autre. Mais les gens ne s'en rendent pas compte. Au Togo, on raconte beaucoup de choses. Il est le chef de l'État et il maîtrise son job. Je souhaiterais que beaucoup de nos compatriotes le maîtrisent autant. Ça nous aurait évité beaucoup d'erreurs. Parce que il ne suffit pas seulement que lui, au bout de la chaîne, fasse son travail. Il faut que tous les maillons de la chaîne fonctionnent normalement pour que le résultat final soit bon. Les erreurs commises tout au long de la chaîne font que des fois les résultats sont mauvais. Parce que c'est lui qui choisit aussi les membres de la chaîne. Mais vous choisissez les gens, mais vous ne pouvez pas contrôler ce qu'ils deviendront plus tard. Vous ne pouvez pas savoir ce qu'ils deviendront plus tard. Vous le choisissez sur certains critères. Mais l'être humain évolue. La preuve, je suis devant vous maintenant. Vous venez de dire vous-même qu'à une époque, je critiquais le chef de l'État. Je ne suis pas d'accord avec lui. Mais aujourd'hui, nous travaillons ensemble. Tout être humain évolue. De même que le président national de l'UEC. Quels sont les points communs entre le chef de l'État, Faure Gnassingbé, et Gilchrist Olympio, que vous ne connaissez que très bien? Le point commun, c'est le bien de ce pays. Ils le recherchent tous les deux. Et ça, c'est très important. Et quand ils se rencontrent, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est sur des sujets d'intérêt national. Ils discutent tout le temps. C'est important. Donc, d'ailleurs, je pense que c'est un point commun primordial. Ce qui est important, c'est le pays. Et sur ce point, je crois qu'ils l'ont en commun. Ce point-là, ils l'ont en commun, je peux vous dire. Et vous avez un comité de suivi qui évalue cet accord. Tout se passe comme Alice au pays des merveilles, où de temps en temps, il y a des mésententes. Le ton monte parfois. Vous savez, quand deux partis politiques se rencontrent, s'ils ne sont pas ensemble, c'est parce qu'ils ont une divergence de vue sur le point. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'entendre. Parce que nous sommes des êtres humains doués d'une certaine intelligence que nous pouvions nous comprendre. Si moi j'ai ma position qui ne correspond pas à la vôtre et que je sais comment vous expliquer ma position et que cette position vous vous rendez compte que ça va dans le sens de ce que vous attendiez, vous me rejoignez. Donc, c'est la discussion.
c'est le débat, c'est le dialogue. Parce que les problèmes togolais sont des problèmes liés au non-contact. Parce qu'il n'y a pas de discussion, il n'y a pas de dialogue. Souvent, c'est ça le problème que nous avons. Mais au niveau du comité du suivi, nous arrivons avec nos points de vue, ils arrivent avec leur point de vue, on discute, nous trouvons le juste milieu qui puisse satisfaire le peuple. Et nous sommes d'accord. Oui, mais comment vous arrivez à avoir un cadre pour discuter si régulièrement avec lui, avec le chef de l'État, alors que votre ancien camarade d'obtenir un rendez-vous pour rencontrer le chef de l'État? Écoutez, cette question-là, je ne pense pas que c'est à moi de vous donner la réponse. Oui, mais quand il a dit sur les ondes internationales qu'il a écrit plusieurs fois, chef de l'État sans être reçu, quel sentiment avez-vous eu? De la pitié Mais non. ou de la colère? Non, non, je vais vous dire une chose. Ça, c'est mon point de vue personnel sur la chose. Monsieur Fabre est nommé chef de file de l'opposition. Il a un rôle à jouer. Nous avons certains événements qui sont des événements importants, des dates importantes. Le 27 avril, monsieur le chef de file de l'opposition est invité. Il n'y va pas. Le chef de l'État l'invite pour certains événements qui font partie justement de l'État, puisqu'il veut gouverner l'État. Il y a des attributs, il y a des choses qui concernent l'État. En clair, vous voulez dire qu'il ne fait pas ses devoirs pour réclamer ses droits? Les deux vont de pair. Les deux vont de pair, vous savez très bien. Ça, c'est mon point de vue. Je ne dis pas que c'est ça qui fait que le chef de l'État ne le reçoit pas. Mais le monsieur vit dans son sphère, son coin. Quand le chef de l'État lui envoie des invitations, il ne répond pas, il n'y va pas. Il demande à ce qu'il soit reçu. Peut-être, je ne dis pas que c'est ça qui fait que le chef d'État ne le reçoit pas. Peut-être que ça fait partie des raisons qui font qu'il a du mal à être reçu par le chef d'État. Et M. Ouine, maintenant, que reste-t-il à faire? Vous avez plusieurs fois dit que tout n'est pas parfait, il reste des choses à faire. Qu'est-ce que vous n'avez pas pu réussir à obtenir avec cet accord? Qu'est-ce qui vous reste? Quand vous faites le point. Non, si je vous dis maintenant qu'il y a des choses que nous n'avons pu obtenir par cet accord, ça veut dire que c'est fermé. Nous sommes en pleine discussion et nous espérons que nous allons finir par tout obtenir pour ce pays. Et le plus important pour vous maintenant? Le plus important pour nous, c'est que nous ayons une alternance dans ce pays. Puisque l'alternance est le poumon même de la démocratie. Une démocratie ne peut respirer sans alternance. Mais attention, nous voulons une alternance pacifique dans ce pays. Et nous travaillons sérieusement, arrache-pied, pour qu'il puisse y avoir une alternance dans ce pays. Ça veut dire quoi? Qu'est-ce que vous appelez alternance? Mais le régime qui est là, les gens disent qu'il y a 50 ans, et c'est vrai, il y a le père, et le fils qui a pris la suite. Bon, c'est la démocratie, il a été élu. Je ne remets pas en cause cela. Mais si la démocratie met en place justement l'alternance, c'est qu'il y a une raison. Donc nous demandons que cette alternance soit instaurée. Nous ne disons pas que le président actuel ne fait pas le travail qu'il faut. Mais ça fait partie de la règle du jeu. Nous devons suivre ces règles-là. L'alternance fait partie de la démocratie. Et je vous disais tout à l'heure, en boutade, que c'est même le poumon de la démocratie. Est-ce que nous voulons que notre démocratie respire? Parce que sans poumon, on ne peut pas respirer. Donc, et comment travaillez-vous pour obtenir cette alternance? Que faites-vous? Mais justement, nous travaillons en essayant de trouver les conditions idoines pour qu'on puisse arriver aux élections transparentes qui puissent faire instaurer cette alternance. Et cela passe par certains accords, par
certaines réformes, notamment les réformes institutionnelles et constitutionnelles. L'UFC, en signant cet accord, avait posé certaines conditions, et ces réformes en font partie de ces conditions. Je vous signale. Nous nous sommes entendus sur ces réformes-là. J'ai même un communiqué que je peux vous faire lire, sortant justement d'un comité de suivi, d'une réunion de comité de suivi. Un communiqué a été lu en disant que nous nous sommes entendus sur les points importants, c'est-à-dire la limitation du mandat et le système électoral. Nous nous sommes entendus là-dessus, mais qu'il faut l'étendre aux autres partis. Ce qui a déclenché le CPDC rénové. Et là, attention, c'est pas l'UFC qui va nous faire des réformes. Il y a aussi la ritournelle. Donc les réformes ne sont pas bonnes si c'est l'UFC qui les amène, c'est ça? J'en sais rien, c'est ce qui s'est passé, c'est ce qu'on a entendu dire. Et cette ritournelle, soit la rétroactivité. Rétroactivité des accords et tout ça là a fait que nous sommes là où nous en sommes maintenant. Mais c'est pas pour autant que l'UFC jette l'éponge. Oui, mais si vous voulez les réformes institutionnelles et constitutionnelles, comment se fait-il que vous n'avez pas soutenu d'arrache-pied les projets de révision constitutionnelle qui ont été introduits à l'Assemblée nationale? D'abord par le gouvernement, ensuite par vos anciens camarades de l'opposition. Mais nous avons, nos députés à l'Assemblée nationale ont soutenu certaines réformes qui allaient dans le bon sens de le gouvernement. Je ne sais pas d'où vous avez obtenu vos informations, mais nous avons soutenu des réformes qui dans le bon sens. Nous vous l'avons dit, je vous le dis, que nous avons dans notre accord RPT-USC, nous nous sommes entendus sur ces réformes-là. Et c'est nos camarades de l'opposition qui ont dit non. C'est pas l'UFC. L'UFC tout seul ne peut pas arriver à nous apporter cet accord-là. On a élargi. Ça a créé le CPDC rénové. CPDC rénové, on a su après ce qui s'est passé. Et maintenant, que faites-vous pour obtenir ces réformes? Nous continuons à marchander. C'est la démocratie. Le moyen efficace que nous avons, c'est ce que nous faisons. Et nous sommes persuadés que nous y arriverons. Nous travaillons d'arrache-pied. Vous disiez tantôt que votre vœu le plus cher, c'est l'avènement de l'alternance au Togo. Alors, comment vous pouvez vouloir l'alternance et ne pas être candidat, par exemple, à l'élection présidentielle de 2015? L'UFC n'a pas présenté de candidat. Oui, en 2015, c'était assez spécial pour nous. Nous sortons d'une crise qui nous a ébranlés. Nous avons laissé beaucoup de plumes dans cette crise, mais attention, nous avons laissé des plumes parce que nous aimons notre pays, parce que M. Olympio voulait justement instaurer ce climat sociopolitique apaisé. Ou bien vous n'étiez pas encouragé par les résultats des élections législatives où vous avez obtenu très peu de députés? Je vous l'ai dit tout à l'heure que dans la lutte de M. Olympio, ce n'est pas un homme qui doit gagner sur un autre. C'est le Togo qui doit gagner. Et le fait de ne pas présenter un candidat ne veut pas dire que nous ne voulons pas l'alternance. Mais, à ce moment-là, la stratégie de notre parti est telle que nous pensions que nous devrions prendre une position, ne pas s'engager pour permettre une certaine évolution. C'est une stratégie. Et comment vous expliquez cette perte de terrain? L'UFC, qui a toujours été le principal parti d'opposition, qui se retrouve avec 2-3 députés après sur 81. Oui, c'est vrai, cela est dû au fait qu'il y a eu beaucoup de mensonges, beaucoup de calomnies. Mais maintenant, tous ces mensonges, toutes ces calomnies commencent à s'atténuer. Les gens commencent à comprendre ce qui s'est passé. Et ils reviennent vers nous
parce qu'ils se sont rendus compte de la réalité. Parce que cette réalité a étouffé le mensonge de ces illusionnistes que je vous disais tout à l'heure, qui prennent le pouvoir toutes les semaines, tous les week-ends à la plage. Le mensonge a été étouffé. Donc il y a eu une campagne de dénigrement contre vous. Mais tout le monde le sait, tout le monde l'a entendu, l'a vu dans ce pays. Mais nous n'avons pas voulu rentrer dans ce jeu, dans ce dénigrement. Ça serait une bataille de chiffonniers. On n'a pas voulu en arriver là. Et maintenant, les choses sont claires. Nous sommes persuadés que notre peuple finira par comprendre ce qui s'est passé réellement et reviendra vers nous. Ce qu'il commence d'ailleurs à faire, et nous travaillons pour cela. Et j'ai parlé de ces jeunes qui se sont dénommés anciens militants de l'Union des forces de changement, qui sont retrouvés hier. Les communiqués circulent dans la presse et sur les réseaux sociaux. Ils estiment s'être trompés et demandent à revenir à la maison UFC. Ils ont dit en substance que Gilchrist Olympio est la solution au Togo. Mais nous sommes là. M. Olympio l'a dit à la signature de l'accord, quand il y a eu cette scission, que ses portes et ses fenêtres sont largement ouvertes. Il faut que ceux qui veulent reviennent. Bon. Si les gens reviennent, nous allons les accueillir à bras ouverts. Nous sommes un parti politique et nous luttons pour la démocratie. La démocratie, c'est une question de nombre. Nous n'allons pas refuser des adhérents qui vont voter pour nous, qui vont permettre justement à notre parti. Il y a des adhérents de poids. Depuis la signature de l'accord, il faut dire quand même que c'est la première dynamique positive. Oh, ben oui, et c'est vous qui dites ça, mais nous continuons à travailler. Et je peux vous signaler que nous avons beaucoup de cadres qui sont revenus. J'en rencontre beaucoup, toutes les semaines, qui reviennent. Nous travaillons. Nous travaillons dans ce sens-là. Et bon, je vous dis que nous, le travail se fait sans tapage. Et nous n'usons pas nos semelles non plus dans les rues. Non. Ouais, nous sommes persuadés que ce travail apportera des fruits. Et comment comprenez-vous ce slogan quand ces jeunes anciens militants de l'UFC disent que c'est Gilchrist Olympio la solution? Ça veut dire quoi? Parce qu'ils ont compris que ce monsieur a apporté un climat social politique apaisé. Tout le monde est conscient qu'aucun pays ne peut évoluer sans la paix. Si les gens comprennent maintenant que la lutte de M. Olympio, cette signature a abouti à ce climat sociopolitique apaisé au Togo, c'est normal qu'ils reviennent vers l'UFC, vers celui qui s'est battu, qui a laissé des plumes pour arriver à instaurer ce climat-là. C'est la logique, c'est ça qui fait. C'est le travail qui paye. Je vous disais tout à l'heure que l'arbre qui tombe fait beaucoup plus de bruit que la forêt qui pousse. Monsieur Olympio peut-il encore avoir un rôle politique à 80 ans pratiquement? Il n'y a pas de problème, il joue son rôle. C'est à lui de décider ce qu'il va faire. Mais nous avons à travers le monde des chefs d'État qui ont plus de 90 ans. Il a tenu pendant plus d'une heure devant les caméras. Et ce n'est pas uniquement ça. Gilchrist Olympio deviendra le leader charismatique qu'on a connu il y a 7 ans, justement. Pourquoi pas? De toute façon, le travail va dans ce sens-là. Il y a eu des dénigrements, vous l'avez dit vous-même, qui ont fait qu'on en est arrivé là où nous en sommes arrivés. Mais maintenant, les choses évoluent. Mais ce qui est important pour M. Olympio, ce n'est pas une question de personne. Ce n'est pas lui, obligatoirement, d'être présent qui est important. C'est le Togo qui lui importe. Chaque fois, il nous le répète. Sa lutte n'est pas uniquement focalisée sur sa personne. C'est le Togo qui doit avancer. C'est le Togo qui doit gagner pour lui. Le Togo d'abord. Dernière question, Monsieur Owin, qui sera le candidat de l'UFC à la présidentielle de 2020? Cette décision ne se prend pas comme ça à la première légère. Nous aurons un congrès en bonne et due forme et la décision sera prise en ce moment-là, ce congrès-là. Comme ça se prend d'ailleurs, ça se fait d'ailleurs à chaque fois qu'il y a des élections. Vous aurez tout au moins un candidat? Mais je vous ai dit que nous voulions avoir le pouvoir.
C'est pour ça que nous avons créé notre parti. Comment pourrions-nous avoir le pouvoir si nous n'avons pas de candidat? Ça va de soi. Merci, monsieur Owen Elliott. Un dernier mot, et je voudrais que vous les adressiez à ceux qui se sentent trahis par cet accord qui est vieux maintenant de 7 ans. Est-ce que vous les comprenez? Qu'est-ce que vous avez à leur dire pour conclure cette émission? Mais je peux leur dire que aujourd'hui, personne, je dis personne, ne peut prédire ce qui aurait pu se passer si cet accord n'a pas été signé. Personne ne peut nous dire ce qui aurait pu se passer. Par contre, aujourd'hui, nous savons ce que cet accord a apporté à ce pays. Ce climat sociopolitique apaisé, très important pour le pays. Ce climat sans lequel le pays ne peut rien, ne peut se développer. Je pense que ceux qui, à un moment donné, ont suivi les illusionnistes s'en rendront compte et reviendront vers nous. Je les appelle de tous mes voeux pour que nous arrivions enfin à voir notre alternance pour le bien-être de ce pays. Donc cet accord n'est pas mort, hein, même si le RPT s'est mué en unir après. Je le dis que l'UFC ait donné naissance à un enfant difficile. Cet accord n'est nullement caduc. À ma connaissance, aucun des deux partis signataires n'a remis en cause cet accord. Cet accord est bel et bien en vigueur. Merci, Elliott Owen. C'est moi qui vous remercie. Et nous arrivons à la fin de notre forum. Merci de votre aimable attention. Dans un instant, une nouvelle édition de journal sur votre chaîne.